Salut Sophia. Salut Ben, ça va? Ça va et toi? Ça va aussi. Merci beaucoup pour nous rejoindre dans ce nouveau 4e épisode de Radio Vintubar. On est très content que vous êtes ici avec nous. On va continuer à décortiquer un peu le monde du chocolat ensemble. Et je me présente, moi je suis Sophia Ornelas et je travaille dans la chocolaterie du Nouveau Monde pendant que j'ai fait un apprentissage en chocolaterie. Et on est avec Benjamin. Voilà, et merci aussi de ma part à tous pour cette écoute. Et on espère donc vous régaler sur cet épisode 4 avec l'univers de Noël. Et donc moi je suis donc Benjamin, fondateur de la chocolaterie du Nouveau Monde. Et puis voilà, donc on travaille ensemble et on s'est lancé dans ce podcast qui nous passionne. Et juste pour que vous savez un peu, on va parler aujourd'hui sur la thématique de Noël. On sait que Noël est déjà passé, mais justement, Noël c'est une saison très très importante pour la chocolaterie, pour tout qui est le monde du chocolat, et parce que c'est un cadeau très important. On va vous parler un peu sur la histoire d'où ça vient Noël. Après, on va parler un peu sur les produits qui sont les plus utilisés dans le monde du chocolat, plus vendus dans le monde du chocolat. Et finalement, on va parler justement de comment ça s'est passé ici à la chocolaterie du Nouveau Monde toute la saison. Voilà, c'est ça l'idée, c'est de faire une présentation générale de ce qu'est Noël, et puis après moi ce qui me tarde d'aller discuter, c'est la partie du chocolatier, parce qu'on voit la surface de l'iceberg, mais derrière nous on a beaucoup de travail, donc on va essayer de décortiquer tout ça ensemble pour vous expliquer un peu notre métier aussi, voilà. Et bon, c'est parti. Et pour commencer, on est ici avec notre petit chocolat chaud. On se met vraiment en thématique. Et bon, salut. Santé. Là, j'ai fait un chocolat chaud avec du lait de riz, boisson de riz. C'est ça les goûts à la fin. Et puis voilà, beaucoup de cacao. Là, j'avoue, c'est du cacao en poudre que j'achète. Je suis pas équipé pour le faire. Mais il est très bien sourcé et il est très très bon. Ouais. J'en ai mis pas mal. Voilà. C'est un petit concentré. C'est quand ça me rappelle c'est trop bien. Un petit peu le chocolat chaud que j'avais pu goûter en Italie quand j'ai fait un petit voyage en famille étant jeune. Et ça m'a marqué. Là, tout à l'heure, en goûtant, en le préparant, ça m'a replongé dans le souvenir. Voilà. Trop bien. Bon, c'est ça qui fait les chocolats aussi. Ça active la nostalgie. C'est trop bien. Et bon, c'est qu'on voit le chocolat chaud parce que justement, Noël, c'est une activité très importante pour tout le monde. Vraiment, autour du monde, ça existe. Et ça existe même beaucoup avant la religion. Et déjà, Noël, ou les festivités traditionnelles de Noël, ça est né dans beaucoup de cultures. Et pour les solstices d'hiver, beaucoup de fêtes qui célébraient les naissances des différents dieux et qui étaient nés dans ces saisons pour après commencer le printemps, par exemple. C'était justement une préparation, une célébration des cycles de la vie et du terre. Et j'ai trouvé très intéressante cette petite histoire. Je ne la connaissais pas et je crois que peut-être que tu la connaissais, l'histoire sur Saint-Nicolas. D'accord, ça te dit quelque chose? Oui, Saint-Nicolas, effectivement, le saint patron dans un peu la tradition chrétienne de le saint patron des chocolatiers. Exactement. Voilà, donc, exactement. Il y a un lien, et des enfants, enfin il est aussi un protecteur des enfants. Donc il y a un lien, tout ça effectivement, entre le chocolat, les cadeaux, Saint-Nicolas. Mais pourquoi tu nous parles de Saint-Nicolas? Il aurait un lien avec Noël alors? Exactement. Alors oui, il est le patron des enfants, justement parce que l'histoire raconte que Saint-Nicolas, il était un obispe dans les ans autour des années 300. Et il était en train de marcher dans un village où il avait 3 enfants qui ont été perdus. Ces enfants, ils ont rencontré une bouchère et le bouchère a pris les enfants et lui les a coupés et il les a préparés comme si c'était de la viande. Après, quand l'obispe Nicolas, il était en train de marcher sur ces mêmes endroits. Il s'est rencontré aussi avec les bouchers qui a lui fait manger ces viandes faites des enfants.
Et quand il était en train de les manger, le boucher, il s'est cassé et il a raconté ce qu'il avait fait, qu'il a tué les enfants. Et l'obispe, avec trois doigts, il a touché la viande et il a fait que les enfants retournaient à la vie. Alors, c'est là qu'il a commencé à être le protecteur des enfants, en plus parce que le boucher était tellement triste de ce qu'il avait fait qu'il a commencé une Rédemption. Oh, ouais. Rédemption, oui. Et maintenant, c'est le boucher qui est considéré la personne en charge de la punition des enfants. Et c'est lui, justement, qui donne, par exemple, le charbon, ou qui donne du bois quand l'enfant est... Ouais. On l'appelle le père Fouettard en France. Ouais, c'est vrai Père Fouettard. Et alors Saint-Nicolas, cette tradition effectivement du 6 décembre, elle est beaucoup plus présente finalement dans certaines régions de France. C'est pas vécu de la même manière partout en France selon les traditions, et comme c'est plutôt germanique, il y a plus d'influence de la tradition de Saint-Nicolas en Lorraine, en Alsace par exemple, comparativement à ici dans le sud-ouest. On est à Najac en Aveyron. J'avais pas dit. Et du coup, c'est vrai que ça, en fait, ce personnage a inspiré le Père Noël. Exactement. Et qui a été repris, parce qu'en fait, en américain, Santa Claus, c'est pour Santa Nicolaus, qui est Saint-Nicolas en réalité. Donc, oui, comme ça a évolué, ça a changé dépendant de la culture. Et j'ai trouvé aussi que les premières représentations ne sont pas été tout à fait en chocolat. Avant, ça c'était une spéculeuse au pain d'épices, mais c'était toujours la figure justement de Saint-Nicolas. Et l'idée c'était de les rappeler, toujours avec les chapeaux et la barbe. Voilà, plus tard, une tenue aussi un petit peu traditionnelle, religieuse, je suppose. Oui, voilà. oui, ils sont tenus d'obispe, déjà avec les petits bateaux ici. Plus tard, ça a commencé à être représenté en chocolat, et c'est jusqu'à maintenant qu'on voit la représentation encore avec les chapeaux et la barbe, même si ça a évolué. Ouais. Et puis j'ai presque, à un moment donné, je pense que... J'imagine dans l'histoire de Noël, il y a vraiment presque une scission, une séparation entre la figure de Saint-Nicolas et le Père Noël qui a pris une nouvelle identité propre où on ne raccroche plus les deux ensemble. Mais c'est vrai que finalement, on pourrait presque imaginer que le Père Noël ou Santa Claus soit finalement... Donc Saint-Nicolas a célébré, moi je trouverais ça plus cohérent qu'on célèbre en réalité le Père Noël le 6 décembre. Exactement. Et que Noël, ça soit plus relié à la fête chrétienne, la naissance de Jésus, et puis pour d'autres le retour du soleil. Et je trouve que les deux se sont amalgamés. Bon, ça a des buts commerciaux peut-être, je sais pas. Oui, c'est probable. Et en même temps, ça se passe différemment dans chaque culture. Et par exemple, en Mexique, la fête chrétienne est venue à substituer aussi la fête qui existait déjà avant et qui se célébrait aussi autour de les solstices. Et c'était pour les dieux de la guerre. Et c'était des différentes fêtes qui se célébraient entre le 16 décembre et le 26 décembre. Alors ça tombe aussi très proche, et c'est pas tout à fait que le 25 décembre, mais ça a évolué à beaucoup de fêtes qu'aujourd'hui, à Mexique, on célèbre les cherches des auberges les pèlerins. Par exemple. Et c'est des petites fêtes où on rappelle la nativité, mais surtout on partage des cadeaux, on casse une piñata, et on voit pas tout à fait du chocolat chaud, mais c'est comme un chocolat chaud à la base de fécule de maïs. Mais ils sont tous des traditions ancestrales qui, avec la rencontre chrétienne, avec la colonisation, on évoluait avec ce métissage à ce qu'on a aujourd'hui, que c'est toutes les célébrations qu'on appelle posadas. D'accord. Ouais. Et comment ça s'est passé en France quand tu étais enfant, par exemple? Ouais, moi, très traditionnel occidental, français. Je sais pas, du coup, c'est simplement du côté chrétien, il y avait il y a les dimanches de l'Avent. Donc chaque dimanche pendant 4 dimanches avant Noël, c'est des jours un peu plus spéciaux. On va allumer une bougie, il y a des chants. Et c'est vrai que toute la période de l'Avent, elle est assez
elle est assez forte aussi au niveau festivité. Oui. Bon, aujourd'hui, ça c'est pas mal, ça a diminué, on va dire, toutes ces fêtes, les gens ayant perdu une certaine sens de la spiritualité, et puis de la festivité aussi, d'une manière un peu symbolique et religieuse, on peut le dire. Mais aussi une question de temps, parce que les gens adorent être ensemble, mais en même temps, c'est difficile de trouver le temps avec le travail et les horaires. On est pas mal sous pression, et puis du coup, effectivement, c'est vrai que on a l'impression que ça se comprime sur Noël. Sur 2 jours au final. On en parlera même au niveau des ventes, etc. C'est une espèce de course contre le temps. Et de l'organisation, mais du coup voilà, c'est vrai que Noël, moi je l'ai connu enfant assez concentré sur le 24 au soir, avec un réveillon, une veillée à l'église. J'ai grandi dans une culture chrétienne, et puis ensuite le 25 il y a vraiment le repas de famille, on va ouvrir les cadeaux le matin, etc. Vraiment avec l'image du sapin, les cadeaux de Noël déposé par quelqu'un, les parents au pied du sapin. J'avoue que pour moi c'était c'est une confidence, mais un certain petit traumatisme de prendre conscience qu'il y avait pas, le Père Noël n'existait pas, et il y a une magie qui à ce moment-là s'est dissipée pour moi. Et donc voilà, bon, après c'est là on quitte un peu l'univers du chocolat, mais voilà, il y a aussi il y a cet esprit de fête, de magie. Et donc nous, en tant que chocolatier, pour revenir au sujet, notre but c'est d'accompagner les gens dans ce côté faire plaisir, partager, etc. Et donc il y a dans les traditions, il y a aussi le calendrier de l'Avent, pour le coup, qui est né. Et justement, c'est une tradition très intéressante qui raconte un peu cet attente jusqu'à Noël, et que les enfants ne pouvaient pas attendre jusqu'à la journée de Noël. Et dans les années 1900, les commence, il me semble 1907 ou 8, il y a eu une personne qui a pensé et si on fait une petite livrette avec des petites fenêtres pour raconter un peu une histoire pendant qu'on attend, et ça va être comme la petite surprise de tous les jours, ouvrir une fenêtre chaque jour. Ça a plus tard évolué jusqu'à les chocolats, et ça a commencé en Allemagne dans les années 1940, et c'est très intéressant que les chocolatiers ont pris ces traditions à eux, où dans des boîtes tu pouvais ouvrir chaque journée un petit coffre et avoir une petite pièce de chocolat pour la journée. Et ça a commencé à se voir aussi petit à petit en France, et aujourd'hui on les trouve par tout le monde, mais aussi avec tout le type de produits. Normalement on a aussi celui de chocolat, mais maintenant il y a n'importe quel type, parce que c'est vrai, on ne peut plus attendre. Ouais, c'est vrai que ça a été décliné par tout type de produits. C'est intéressant, parce que ça me rappelle qu'en fait à la maison, nous on a une espèce de tableau avec des petits livrets justement, c'est des petites histoires à chaque jour. Donc on a vraiment ce côté traditionnel finalement, et pas forcément produit de consommation. Après, pour revenir au calendrier de l'Avent, on a à la chocolaterie, on n'a jamais fait nous. La chocolaterie Nouveau Monde, pourquoi ? Parce que ça demande une sacrée organisation quand même. C'est vrai que ça fonctionne bien à grande échelle, parce qu'il va falloir idéalement mettre un chocolat différent dans chaque petite case. Il faut trouver l'emballage ou le packaging, comme on dit en anglish. C'est pour préserver chaque produit dans sa petite boîte. Oui, chaque coffre. Voilà, c'est ça. Donc avec qui on travaille au niveau des emballages, ils en proposent, mais souvent c'est vrai que c'est assez cher. C'est une petite série. Moi je me suis pas lancé, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer. On nous a demandé, ce serait sympa quoi. Oui, je suis d'accord. Et justement, ça permet un peu de partager peut-être ces traditions qu'on a commencé à développer dans ces chocolateries, un coffre peut-être de découvrement, mais bon, ça sera pour l'année prochaine. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que si on peut faire goûter du bon chocolat avant Noël, c'est quand même vachement sympa, quoi. Exactement. Et bon, après... Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a fait à Noël pour préparer la boutique finalement? C'était un peu
le sujet de la suite. Enfin, oui. Vas-y. Donc, nous, notre but en tant que chocolatier, ça va être de créer une ambiance, accompagner justement les gens dans cette fête, dans cette féerie et cette magie. Donc, tu te souviens ce qu'on a pu mettre en place, nous, à la chocolaterie, au niveau de l'espace vente, par exemple Oui, bon, déjà, si on va commencer à parler des produits un peu spéciaux qu'on a fait pour la saison, et on rappelle justement les citriques, ça c'est quelque chose qu'on met, les agrumes en général, et on a fait par exemple les orangettes, et que c'était justement, on a fait une quantité parce que pendant, je sais pas si dire 1 mois, 2 mois avant Noël, tout le monde commençait déjà à demander, vous avez des orangettes, et on avait déjà tout fini. Et après, les produits qui a pris le plus de temps, je crois que pour tout le monde de la chocolaterie, soit en labo ou en conditionnement, c'était justement les boîtes. Les boîtes de bonbons. Ouais. Ça, c'est les cadeaux que tous les gens cherchaient pour les proches, pour les amis, pour la famille. Et c'est un produit qui, comme tu dis, demande aussi beaucoup d'attention, beaucoup de détails et beaucoup de temps pour faire chacun. Et aussi, on a fait toute la décoration du magasin. Et bon, avec les pièces artistiques, voilà, on a Mathis, notre responsable de production, a demandé à nos 3 apprentis, dont toi, de proposer quelque chose au niveau créatif. Exactement. Donc on était uniquement sur précommande et on s'est fait un petit peu dépasser, ça a bien marché. Oui, on était très contents sur ça. Donc là, on a le Père Noël et la Mère Noël. Et c'est ma collègue Jade qui a fait. Elle a choisi tous les couleurs dans les moules. Et après, on a fait toutes les pièces commerciales remplies d'un praliné. Dans ce cas, c'était praliné sésame avec des petits graines de sarrasin torréfiés, caramélisés et torréfiés. Alors, tellement bon. Ouais, c'est c'est un peu spécialité triple couche où on va faire une couche de la coque en chocolat, après on va avoir le praliné et une autre couche de chocolat. Quand on casse, ça fait vraiment comme une plaque gourmande qui est notre spécialité. Et puis aussi, je voulais spécifier qu'on s'attache à faire sobre au niveau des couleurs, parce qu'on utilise uniquement les couleurs du chocolat. C'est vrai qu'on voit des choses aujourd'hui incroyables au niveau colorant et déjà, visuel. c'est difficile avec les rouges, qu'on aimerait bien mettre des choses rouges, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de produits naturels qui font un couleur assez intense. Oui. Donc voilà, on est resté sur du chocolat blanc naturel et du noir. Voilà. Et puis, qu'est-ce que ça, c'est la création d'Angelina. Donc un mini chemin de table, disons, avec une boule de Noël, un petit sapin, et pareil, le tout fourré, donc ultra gourmand. Et moi, pardon, vas-y. Non, juste maintenant que je le vois, je me rappelle d'autres choses que j'ai lues tout à l'heure, que les sphères de Noël, ça représente originellement les pommes qui représentent les péchés. D'accord. Les péchés originaux et comme ça a évolué, c'est très intéressant aussi. Et les sapins de Noël, ça vient les solstices d'hiver qui était une fête pour la vie. Alors tout le monde prenait un arbre pour célébrer la vie. Et après, c'était dans la religion catholique qu'en Allemagne, ils ont dit, bon, on va à tous utiliser les sapins parce que c'est très représentatif. Et puis c'est le seul qui a encore des épines, qui est feuillu, enfin dire l'hiver quoi. Oui, c'est triste, un arbre dégarni. Tout va pas. Oui. Très bien. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est ta création. Si tu veux nous montrer, voilà. Oui, je suis très fière de ces petites créations et justement, je trouve que Noël se passe très différent au Mexique qu'ici. Et justement parce que pour nous, la fête de le 24-25, c'est importante, mais c'est beaucoup plus importante toutes les fêtes avant, qui s'appellent les posadas. Et tu peux
difficilement avoir une vraie posada sans avoir une piñata de Noël. Et aussi, il y a une origine très religieuse où il y a 7 pics. Chaque pic représente un péché. Et l'idée, c'est justement de casser ce péché et après avoir toute la récompense. Alors, on le fait quand on est enfant, mais encore quand on a grandi, c'est quelque chose que tu ne peux pas t'arrêter de faire. Et c'est quelque chose qui me manque énormément ici. Et alors, j'ai décidé de le faire en chocolat. Et je suis très contente avec les résultats, surtout parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés sur pourquoi ça fait Noël, comment ça fait Noël, qui ont beaucoup aimé. Et j'ai dû refaire quelques piñatas et encore ça a manqué. Et bon, ça me fait sentir que les gens s'intéressent aussi pour la culture mexicaine. Ouais, et puis une forme de découverte, de la nouveauté. Et puis c'est vrai que c'était aussi... moi, ça m'a au début perturbé, ce côté un petit peu cassé, ouvert, on va dire. Mais au final, voilà, c'est unique, quoi. Et moi, ça m'a surpris agréablement. Et puis, voilà, l'opulence avec tous les petits chocolats qui sortent, etc. Enfin, ça tape à l'œil, quoi. Et c'était une très très bonne idée qui a bien fonctionné, quoi. Bravo. Et j'ai fait un remplissage de pralinés et noix pécanes parce que c'est aussi les noix pécanes d'origine mexicaine. Et après, j'ai remplissé des amandes caramélisées et torréfiées. C'était très très bon. Après, si quelqu'un veut voir les vidéos de quand j'ai vraiment les cassés dans les Instagram, c'est disponible. Okay. J'étais très contente les jours de Noël de les casser et les manger. Et puis il y avait aussi Mathis, notre responsable, qui a fait une luge en chocolat qu'on a mis un peu en présentoir pour présenter les pièces à la vitrine. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment sympa de pouvoir décorer. C'est un moment où on peut amener une ambiance justement festive. Et beaucoup de monde rentrait à la chocolaterie et pensait que la luge c'était de bois et juste un présentoir pour toutes les créations. Et après, ils étaient tellement surpris que ça c'était que du chocolat. Ouais. Super réalisation, très réaliste. Et bon, puis, maintenant pour parler un peu plus sur les défis qu'on a vécu. Comment ça se passe un Noël pour un chocolatier ? Parce que moi, je voudrais partir d'une question qu'on me pose régulièrement. C'est, quand je croise des gens, je sais pas, début décembre, on me dit c'est quoi la question déjà exactement ? C'est quelque chose comme alors ça démarre, ça y est, vous commencez Noël. Moi je rigole à chaque fois intérieurement parce que je dis, comment vous dire, je travaille sur Noël activement depuis le mois de juin, si c'est pas plus tôt pour planifier certaines choses. Donc en fait voilà, donc je voudrais, là c'est mon moment pour moi de décharger cette information. Voilà, pour un chocolatier, Noël c'est une grosse partie de l'année de travail, voilà, c'est énorme. Et donc en fait ça va commencer par quoi ? J'aimerais un petit peu dérouler le planning, on va dire, d'organisation sur l'année. Et on commence par les tâches les plus longues et qui doivent être prises à l'avance. Et la première chose pour moi, je dirais que c'est l'emballage. C'est déjà définir des objectifs et ensuite choisir des emballages qui vont nous représenter pour Noël, puisque donc, comme tu le disais, voilà, c'est vrai que pour juste contextualiser comment on choisit nos emballages, l'idée c'est d'avoir une offre variée avec, et qui réponde aux besoins de cadeaux de Noël. Et le cadeau de Noël, c'est très tourné sur les petits chocolats qu'on appelle des bonbons. Et donc c'est une production qu'on fait vraiment massivement pour les fêtes et donc on se doit de les présenter dans des jolis coffrets, des jolies boîtes, etc. Donc, et ça pour avoir quelque chose de propre à notre entreprise, on va travailler avec des fabricants d'emballage qui vont nous faire des boîtes sur mesure et ça prend du temps et donc d'où la planification de ces commandes là. Et puis nous en tant que chocolatier aussi Bean to Bar, donc de la fève à la tablette, on a beaucoup plus d'étapes de travail qu'un chocolatier classique qui lui va juste acheter ses matières déjà préétablies, on va dire, comme le chocolat, alors que nous on part vraiment des ingrédients bruts qui sont le cacao, le sucre, et on a beaucoup de travail pour les amener jusqu'à du chocolat fini. Donc je me souviens déjà en juin-juillet, on commençait déjà à garder un rythme intensif de production de chocolat, donc torréfaction, broyage, concassage, dépelliculage,
broyage, affinage. Et voilà, l'idée c'était de stocker le plus de chocolat possible brut, donc en seau alimentaire, pour être prêt après à l'automne attaquer commencer les préparations, quoi. Et donc voilà, ça. Et même en commençant aussitôt, c'est chaud, quoi, pour nous, parce qu'on n'a pas un gros matériel aujourd'hui. On est vraiment une petite entreprise avec des petites machines, et donc on a un maximum hebdomadaire de production et qui est assez faible, donc il faut faire toute l'année en fait, maintenir ce rythme là pour pouvoir anticiper les pics. Et juste pour donner une petite idée, Noël ça représente pour un chocolatier aller entre 30 et 50% selon les entreprises du chiffre d'affaires de l'année. 50 c'est tellement haut. C'est énorme, donc on peut, c'est dur, il faut pas se foirer, quoi. Et donc c'est vraiment des gros enjeux et pas mal de stress, parce que en termes d'anticipation, donc on doit passer nos commandes, commencer à produire, mais sans savoir où on va vraiment en fait en termes de clientèle, en termes de vente. Et donc moi je suis obligé de me projeter en me disant on va faire tant de poids, on va commander tant de boîtes qui correspondent à ce poids-là, et en fait après est-ce qu'on aura vraiment le temps, comment vont se passer les commandes, est-ce que les gens vont plus se tourner vers un produit qu'un autre, donc on est obligé d'un petit peu gonfler les commandes, et on sort beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est un aspect qui est assez stressant, puisque en fait sur 6-8 mois je dépense énormément d'argent pour préparer ma saison. Bon, après je me suis dit la vie est terrible, je prends des risques, etc. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de métiers de saisonniers qui fonctionnent comme ça aussi. Exactement. Donc pas les seuls. Mais c'est vrai que c'est toujours assez délicat de se dire là on doit lâcher la trésorerie, et puis en espérant que derrière ça se passe bien. Que tout va se vendre. Oui. Donc ça c'est un peu l'idée générale. Puis après, vas-y. Oui, non, que maintenant que tu commences à raconter tout ça, on a eu juste avant Noël les salons du chocolat de Toulouse. Et ça a pris beaucoup de temps aussi, mais aussi toutes les machines qu'on a dû garder, préparer et ramener jusqu'à là-bas. Alors ça fait une grande interruption dans la production. Et c'est des choses qu'il faut toujours considérer, et que encore si tu les considères, ça prend énormément de temps. Et on parle de machines qui doivent tourner 3-4 jours pour un seul batch de chocolat. Et quand tu dois les arrêter pendant une semaine, ça change énormément la production. Ouais, c'est sûr. On est en plus, comme je le disais, on est un peu sous-équipé, donc c'est la moindre arrêt. Là, pour le salon de Toulouse, c'est la première fois qu'on faisait ça. On a décidé d'amener quasiment la chocolaterie en entier. C'était génial. On a monté un énorme stand boutique, et l'autre moitié qui était dédiée à la démonstration avec toutes les machines, donc de la torréfaction au broyage. Sur notre plus grosse meule de pierre. En plus, on n'a pas fait semblant, on a pris vraiment la plus grosse machine qu'on avait. Et c'était génial. Pour faire chocolat sur place, c'était génial. Ouais, voilà, ça c'est sûr que c'était au niveau pédagogique, c'était extraordinaire. Avec Edgar à la technique qui nous a vraiment fait un setup avec les lumières, la caméra, le micro. Vraiment, on a pu partager notre savoir-faire et notre passion, ce qui était génial. Mais c'est vrai que en contrepartie, on a fait le sacrifice d'arrêter la production pendant une semaine. Et un moment crucial comme 2 mois avant Noël, à notre échelle, c'est vrai que c'était un risque. Mais après, d'un autre côté, par exemple, un salon qu'on a fait de Toulouse, on s'est énormément préparé, c'est notre première édition sur cette date-là. On a fait beaucoup de stocks de tablettes, etc., qui nous a un peu sauvés pour Noël, parce Exactement. que ça c'était fait, quoi. Oui. Donc c'est vrai que c'est en fait une tâche de moins à penser. Ouais, Noël, moi je le vois comme une saison. C'est pas une date pour nous, c'est pas le mois de décembre pour nous. Presque, j'ai envie de dire, le mois de décembre, on est sur la finition. On va finir. On est surtout dans la vente. La préparation des dernières commandes, plutôt des particuliers, parce que les pros se sont pris en avance. Normalement les entreprises aussi, même s'il y a toujours des retardataires. Et puis voilà, on fait les derniers bonbons, les pièces commerciales pour que les gens viennent chercher en boutique. Donc c'est déjà la pression commence à redescendre. Je crois que vraiment le pic c'est novembre. C'est vraiment un mois atroce où tout en même temps il y a déjà les particuliers qui vont se préparer, mais il y a toutes les commandes de professionnels, il y a aussi toutes les commandes sur internet qui commencent à tomber, et une commande
sur Internet, il faut le préparer très rapidement parce qu'il va avoir aussi toute la logistique de la poste qui va prendre du temps. Alors nous, comme chocolaterie, on doit prendre les moins possible. Et c'est les mois que tout tombe. On a les laboratoires qui ont fait des heures supplémentaires parce qu'on n'arrive pas à sortir la quantité. Oui, c'est très intense, mais c'est très amusant aussi. C'est quand on se sent les plus, je ne sais pas si dire, à l'aise avec le métier. C'est... Ouais, il y a un feu, il y a une ambiance. Oui. C'est vrai que la boutique reste bien chaude, on travaille beaucoup. On a commencé même à mettre des chapeaux de Noël pour se mettre dans l'ambiance, la musique de Noël. Et on avait tous les laboratoires pleins, mais tout le monde avec cette ambiance joyeuse, c'est bien. Et puis, c'est ça l'idée, c'est aussi de réussir à le vivre. C'est une épreuve à chaque fois quand même de pouvoir délivrer la quantité, la qualité, être régulier, qu'on sent que ça demande vraiment beaucoup d'efforts et de concentration et de professionnalisme, mais au-delà de ça, on essaie de garder toujours cet esprit joyeux parce que sinon on a vite fait de déprimer et de se taper les uns sur les autres parce qu'il y a vraiment toute la pression. Et donc voilà, c'est vrai qu'on aime bien avec Mathis, c'est presque les moments où on vrille un peu, on se met à déconner, à raconter se faire des blagues, etc. avec de l'humour, et ça permet de lâcher un peu la pression. C'est un moment d'équipe, moi que j'adore. Chacun est dans sa mission, c'est hyper intense, quoi. Voilà. Mais c'est une belle. Et on parle beaucoup de tous les défis, les problématiques, mais j'ai très hâte déjà de savoir est-ce qu'on a réussi à faire les chiffres que tu espérais. Donc, alors, entre ce que je planifie au mois de juin, disons, en passant mes premières commandes, voire même plus tôt, je crois que je m'y suis pris juste après Pâques, on en est loin parce que justement, c'est ça aussi. On avait prévu de déménager normalement courant de l'année. Ça s'est pas fait. On est resté dans les locaux où on est, où c'est des moyens qui sont faibles de production, d'espace, etc. Donc au final, la saison s'est pas du tout passée comme je l'avais imaginé 8 mois auparavant. Donc comparativement à ces prévisionnels-là, on a un trou, on va dire, par rapport à ce que j'ai imaginé. Donc, par exemple, là où je peux pas corriger, c'est sur les boîtes. Moi, je dois commander mes boîtes en amont. Et donc, si je fais pas mal moins que ce que j'avais estimé, parce qu'il y a des aléas, là, aujourd'hui, je me retrouve avec un certain nombre de boîtes de chocolat vides, prêtes à être remplies, mais j'ai ni la production, ni la client aujourd'hui pour me les commander après Noël. Et à Noël, on a réussi là où on a réussi, c'est qu'on a satisfait quasiment toutes les demandes. On a pour dire pas eu de rupture. On a eu des micro-ruptures qui nous ont parfois un petit peu gênés dans l'organisation, mais on a réussi à délivrer à tout le monde les commandes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que par rapport à l'année dernière, l'année passée, donc 2023, on avait eu vraiment des ruptures sèches sur le site internet. On a enlevé plein de produits, on avait reçu nos boîtes, c'était une catastrophe. On avait reçu les boîtes, elles avaient eu du retard, on les a reçues le 5 ou 6 décembre. Et donc, la fête de Saint-Nicolas, justement. Et là, à ce moment-là, comment te dire, on a appelé tous nos amis du coin et on était 15 dans la chocolaterie à mettre des bonbons dans des boîtes pour pouvoir les expédier le lendemain, quoi. Et moi, je suis monté à Paris parce qu'on a une certaine clientèle à Paris, en région parisienne, et du coup, en 24 heures, on a rempli les boîtes, j'ai chargé la voiture, je suis parti. C'était complètement fou, quoi. Donc là, cette année, ça c'est Dieu merci, ça s'est mieux passé parce qu'on était plus prêt, plus dans l'anticipation, mais avec ce risque-là de la quantité, du volume. Donc là aujourd'hui, j'ai de la trésorerie qui est bloquée dans des emballages. C'est ça que j'aurais pas racheté plus tard, mais j'aurais peut-être voulu aujourd'hui utiliser cet argent-là différemment pour faire croître l'entreprise. Et par rapport à nos besoins, donc ça c'est le petit côté négatif. Mais dans l'ensemble, on a fait un meilleur chiffre que l'année passée. Après, on était plus nombreux aussi, parce qu'on était 3 l'année dernière. Là, cette année, on était 7, donc rien à voir. Double. Mais on n'a pas doublé au niveau du chiffre d'affaires, mais on a fait une belle croissance. J'ai pas les chiffres exacts, mais peut-être 50% en plus par rapport à l'année passée, donc c'est vraiment chouette, quoi. Oui, et puis, 50%, c'est...
Ouais, c'est pas mal déjà. C'est ça. Ouais. Après voilà, on a 4 ans d'existence, donc on continue de se faire connaître. C'est pas comme si on était un rythme de croisière d'entreprise qui est établi, qui a sa renommée, ça roule. Là, c'est vraiment, on est dans une phase de création encore, de développement, donc c'est normal qu'on ait ces chiffres-là. Mais comparativement au retour que j'ai, notamment sur des chocolatiers qui sont pas bean to bar, on s'en sort vachement bien en fait, parce que il y a aussi heureusement cette prise de conscience des clients qu'on constate, qui sentent en tout cas une certaine différence dans nos produits, et donc on arrive à faire cette croissance alors qu'il y a à côté, il y a d'autres entreprises qui ont baissé ou maintenu difficilement leurs chiffres. Donc vraiment, je veux pas me plaindre la bouche pleine, pardon, parce que on a vraiment été super bien soutenus par nos clients. S'il y en a parmi vous qui êtes clients de la chocolaterie, je vous remercie, parce que c'est grâce à vous qu'on peut vivre de notre passion. Aussi aujourd'hui, vous la partagez, prendre du temps pour faire le podcast, c'est aussi un engagement de notre part. Donc voilà, c'est cette émulation qui nous donne envie de continuer de développer. Et de faire le bon travail aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, quel que soit, j'en profite pour te dire un petit mot sur le fait de croître, parce que ça peut faire peur des fois. Les gens aiment le côté petit artisan, c'est sympa. Puis après, il est devenu trop gros, il n'y a plus la qualité. C'est un engagement que je tiens à porter micro ouvert. C'est de jamais renier la qualité de nos produits, et voir même si on faisait plus de volume, ce serait de toujours augmenter la qualité en améliorant justement des petits détails, des choses comme ça, parce qu'on aura des outils pour le faire. Aujourd'hui, nos chocolats sont très artisanaux dans le sens au niveau de la forme. Toi, comment tu as vécu un petit peu cette période Pour moi, franchement, c'était génial, tous les découvrements. Voir les laboratoires pleins partout, qu'on ne savait même pas où mettre notre papier plein de bonbons, c'était génial. C'était très, très intense. Et on arrivait 1 heure plus tôt tous les jours, 1 heure plus tard. On sortait 1 heure plus tard aussi. Mais je sentais que je sortais encore avec l'énergie. Et cette énergie, justement, de voir comment avec les mêmes matériels de toujours, avec presque les mêmes temps de toujours, on arrivait à faire presque les doubles de production chaque jour. C'était très intéressant, les niveaux d'organisation aussi des chefs Mathis dans les labos, parce que ça se voit que l'an dernier, il était tout seul, et maintenant, on est 3 apprentis. Mais il savait très bien, ok, tu vas faire ça, moi je vais faire ça, toi tu vas faire ça. On avait Edgar aussi en bas, et dans un tout petit laboratoire, on pouvait être jusqu'à 5 en même temps pour travailler et bien travailler. Et après, j'ai beaucoup bossé dans les conditionnements pendant tous les mois de décembre, et beaucoup dans la boutique aussi. Et j'ai beaucoup aimé voir tous les retours de gens, les gens qui venaient acheter les cadeaux de Noël en disant « J'ai goûté le chocolat, mais maintenant je veux acheter pour que toute ma famille ait ce plaisir d'avoir et de partager le chocolat. » C'est vraiment, on peut être parti. Et pour moi, avec les piñatas aussi, c'était génial, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui me disait « Mais il faut que j'ai ces pièces au centre de table pour les repas de Noël. C'est génial l'importance qu'une pièce de chocolat peut avoir comme un symbole de partage. » Et dans les conditionnements, je l'ai vécu très, très intense aussi. On a fait ces commandes que j'ai trouvées géniales pour la poste, et qu'on envoyait 100 boîtes, chaque dans des adresses différentes. Et on a fait un emballage un peu personnalisé pour chaque, avec les noms de chaque personne qui avait la réception. Et ça demandait beaucoup d'organisation. Tout qui était... pour les particuliers aussi, pour moi c'était tout découvrement, mais je suis très impressionnée de les niveaux d'organisation que ça avait. On avait toute une tâche pleine de différentes commandes, et comment on devait remplir ces commandes selon la production du laboratoire.
Et moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien aussi travailler d'une façon assez intense. Et ça a été un très bon moment pour moi parce que j'ai réussi à voir vraiment toutes les étapes et jusqu'à la compétition. Parce que quand j'ai arrivé, on va dire que j'ai regardé une journée, une production, un type de production, par exemple les tablettes, et une autre peut-être l'enrobage, et la semaine prochaine je ne suis pas là. Alors il y avait beaucoup d'espace vide que je ne savais pas comment ça se passe quand je ne suis pas là. Et maintenant, en décembre, j'étais tout le temps presque ici, alors j'ai réussi à voir tous les produits qui sortaient du sac de cacao et comment ça s'est transformé jusqu'à la vente finale. Ça, c'était génial. Ouais. Bah, c'est pour les apprentis, c'est vraiment un cap Noël où après il y a vraiment beaucoup plus d'autonomie, de compréhension du métier. Oui. Et donc c'est vraiment une belle expérience à vivre sur l'apprentissage Noël pour pouvoir après. On voit aujourd'hui que au labo vous êtes plus pareil en termes de on sait déjà d'assurance, voilà, c'est ça. On peut vous donner maintenant des missions en autonomie et c'est bien fait quoi. Donc on sent que le métier rentre. C'est dans les épreuves. C'est comme pour un cuisinier ou un serveur. Une saison d'été, on dit que c'est hyper formateur. Après, tu sors de là, tu as le métier dans les mains. Voilà. Et tu décides aussi si tu aimes bien ou tu n'aimes pas. Et voilà, c'est le moment définitif. Voilà, voilà, tout à fait. Et c'était très bien aussi. C'est la première fois qu'une pièce créative que j'ai fait est vendue. Et j'ai fait beaucoup de choses, on va dire, pour m'amuser, des oreillères, je ne sais pas, pour moi. Et on a fait beaucoup de pièces pour l'école aussi. Mais c'est la première fois qu'on met en vente quelque chose que j'ai fait. Et c'est génial, ce sentiment. Ouais. Tiens, je pourrais venir sur le côté commercial quand même, j'en ai pas parlé, parce qu'on est plutôt axé production. Et au niveau commercial, ça demande aussi une grosse organisation, parce qu'on a, donc en termes de clientèle, nous on vend sur notre boutique à Najac, on vend sur notre site internet, chocolateriedunouveaumonde.com. Et on vend également donc à des magasins revendeurs. Donc là, il y a un accompagnement idéalement à faire. Que là aujourd'hui, c'est moi qui suis en charge. Il y a une marge de progression, disons. Mais donc accompagner les revendeurs dans la saisonnalité de Noël. Quels produits on va pouvoir leur proposer spécifiques à Noël, avec les prix et leurs marges aussi pour qu'eux puissent vivre. Donc il y a tout ça à définir. Après, mettre dans un calendrier un petit peu les phases de commande, estimer aussi, voir comment eux ils veulent se positionner, et puis préparer les commandes, qu'ils les aient assez tôt aussi pour eux vendre nos produits. Oui. Donc en réalité, on doit être prêt vraiment en amont parce que courant novembre, il va falloir commencer à livrer les revendeurs. Et donc ça c'est la partie revendeur. Et puis ensuite on travaille avec des associations de consommateurs ou des groupements de personnes qui nous connaissent et qui se sont structurés pour acheter en groupé, pour nous économiser les frais de port. Nous ça me permet de faire un petit prix aussi. Et donc il y a tout ça à coordonner. Et puis comme tu disais, novembre c'est le moment où boum, tout tombe au niveau des commandes, tout doit être prêt, etc. Donc moi j'avoue que là pour novembre j'étais très concentré sur donc la torréfaction, parce qu'il y a moi qui l'a fait c'est le dimanche. Et puis la partie commerciale, gérer toutes les commandes qui tombent et après elle vous les redonner au niveau de la préparation des commandes, etc. Donc c'était un travail fou quoi. Oui. Mais la partie commerciale elle prend une charge aussi très conséquente quoi. Ouais. Et maintenant que tu parles sur ça aussi, le côté communication et surtout la communication interne, parce que tout a fait surtout la communication externe, mais c'est vrai qu'entre toi, Pascal et Mathis, il fallait une communication pile poil surtout. Pour que chacun pouvait savoir exactement dans quelle date on va recevoir ces chocolats, ces cacao, mais aussi quand ça va sortir du labo. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps surtout. Ah oui, ça me rappelle, j'ai quelques petites tuiles quand même au niveau approvisionnement. C'est que là on commence à travailler avec des producteurs en circuit direct
Et le problème que j'ai eu, c'est que les circuits logistiques sont imprévisibles. Et donc, des commandes, notamment une commande que j'ai passée qui devait être au départ prévue pour le mois d'août, n'est toujours pas arrivée. Là, on est au mois de janvier. Et moi je comptais dessus toutes les semaines. Bon bah ça va être la semaine d'après. Ah bah non en fait non c'est dans un mois. Ah, okay. et ça c'est encore le cas tu vois. Et donc il a fallu rebondir au niveau ingrédients pour aller contacter d'autres partenaires etc. Pour toujours aussi garder notre qualité et nos valeurs. Donc c'était assez sport aussi de gérer ce côté approvisionnement. Et toujours aussi où le moment aussi pour un chocolatier où la trésorerie est un peu la plus raide, c'est juste à la limite avant Noël, avant que les ventes vraiment démarrent. Et donc octobre c'était assez stressant. J'étais ok alors là j'avoue excusez-moi tel fournisseur est-ce que vous pouvez patienter pour que je vous paye et l'autre patienter aussi je vais repasser commande par contre parce que je veux pas cette matière et donc c'était assez il y a tout un jonglage comme ça de commerce on va dire mais bon à la fin heureusement on arrive à régler nos dettes mais il y a ce côté là les risques. C'est une plongée quoi, vraiment plongée financière, plongée dans le travail et puis après on prie pour que ça se passe bien, on arrive à satisfaire tout le monde quoi, voilà. Et c'est tout très intéressant, mais moi j'ai déjà hâte aussi de goûter les bonbons. Ouais, donc je te montre, là on a, donc ça c'est notre coffret taille moyenne, donc on a travaillé avec une illustratrice de La Fouillade, donc le village à côté qui nous a fait l'image et c'est des fabricants d'emballage français. Donc en fait nos boîtes, on a à l'intérieur 12 recettes de pralinés qu'on a créées. On a un petit livret qu'on fait artisanalement, qu'on imprime nous-mêmes aussi, et il y a fait tout ce côté packaging qui nous prend du temps. Avec la description des petites recettes, un petit texte de présentation, et puis après, petit coussinet de protection. Et on peut laisser le couvercle si je veux les mettre. Ok, d'accord. Ici devant. Voilà, ouais. Ah non. Ouais, c'est ça. C'est une fois utilisé. Hop. Et puis à l'intérieur, voilà, on fait un petit damier, on essaie de les organiser. Alors sur ce format-là, c'est le seul qui a les orangettes d'ailleurs, qu'on confie maison à partir d'oranges fraîches. Et puis après voilà, il y a les 12 recettes qu'on met un peu en manière le plus harmonieuse possible. Tu veux en goûter un ? Oui, je vais goûter. Bon, je ne peux pas me résister. Les pistaches. J'adore les pistaches griottes avec du chocolat blanc et couvert de chocolat noir, les petits griottes. Et puis, je vais me prendre une petite orangette. Okay, c'est vrai que à Noël, c'est assez demandé. Et puis on a eu peur, comme c'est la première année qu'on fait nos orangettes confit maison, parce qu'en fait, malheureusement, c'était notre cas avant, et puis il y a beaucoup de chocolatiers pour qui c'est encore le cas, d'acheter des orangettes déjà confites par un industriel, parce que c'est beaucoup de travail, il y a une vraie technique. Et du coup, cette année, on a fait nos premières oranges confites maison, et le challenge, pour moi, c'était important. Même si en réalité vu le travail qu'on met dedans on ne gagne pas grand chose, je vais pas exactement calculer, mais l'idée c'était de pouvoir mettre que des sucres naturels dedans, parce que le problème des oranges industrielles c'est que souvent il y a des sucres modifiés comme du glucose et qui est assez agressif pour l'organisme. Et donc comme moi j'ai une volonté de faire du chocolat qui soit le plus diététique possible et en même temps gourmand, etc. Donc on est parti sur nos oranges confites maison. Et c'était la première année, et le challenge c'était de savoir si on en aurait assez pour couvrir tous nos besoins, notamment dans les boîtes, etc. Donc au début on a pas mal freiné, et puis quand on s'est rendu compte finalement on était capable d'en faire une certaine quantité, donc maintenant c'est open bar sur les orangettes. Voilà. Et moi je trouve que les bonbons que j'ai goûtés des pistaches c'est génial parce que ça donne un équilibre très très intéressante entre les sucrés mais l'acidité de les grignotes, parce que c'est vrai qu'on goûte pas beaucoup de chocolat très acide, parfois avec les orangettes quand il y a du citron, mais les petits grignotes ça donne des arômes, ça rajoute, et l'équilibre avec les longueurs en bouche de pistache après l'acidité c'est génial, et les sucrés aussi de chocolat blanc à l'intérieur.
c'est très très spécial. C'était une inspiration dans mes formations de pâtisserie. Mon prof Cyril Breton, que je salue s'il nous écoute, il nous avait fait faire un gâteau qu'il avait vu en stage lui-même, justement à l'association Pistache Griotte. Mais c'était un entremets avec, je me souviens, il y avait un crémeux pistache, un biscuit sablé breton, et puis une compotée de griotte, quelque chose comme ça. Et du coup, l'idée c'est comment j'ai construit c'était un peu cet assortiment. Moi, mon idée de départ, c'était de prendre un fruit sec et de pouvoir l'exprimer le plus possible par lui-même sans ajouter, sans faire trop de mélange en fait. Okay. Et donc quand j'ai pensé à pistache, je me suis rappelé ce très bon gâteau et je me suis dit tiens, c'est aussi comment dire des synchronicités dans le sens où à ce moment-là j'ai découvert un fournisseur qui faisait des griottes séchées incroyables et donc je me disais voilà, ça va matcher super bien ensemble et ça l'a fait. Et puis à chaque fois c'est vrai qu'il y a toujours on pourra en parler, je vais pas tout raconter là, mais il y a toujours une petite histoire autour de chaque bonbon, mais voilà, à chaque fois l'idée c'est quand même d'avoir un marqueur sur un goût très prononcé et qu'on sente vraiment quand je vous annonce un coco, on sente bien la coco naturelle et ainsi de suite. Donc tu veux goûter un autre? Vas-y, à toi l'honneur. Moi, je vais goûter une noix pécan, juste pour me rappeler de mon petit piñata. Et ouais, moi, mon favori de tous, ça va être... c'est difficile. Mais voilà, moi, un classique, c'est le lait noisette, moi. C'est un truc que je peux manger toute l'année, quoi. Alors, ça, c'est une noix pécan et c'est un praliné avec une couverture de chocolat noir. Là, c'est vrai qu'on est sur... Ah oui, on n'a pas parlé un petit peu les goûts des gens à Noël. C'est vrai qu'on est beaucoup sur les boîtes mixtes quand même. Donc, avec des chocolats et enrobés en lait et enrobés en noir. Parce que dans les cadeaux, souvent, on ne connaît pas forcément le goût des gens à qui on offre. Et donc, les gens se font une valeur sûre avec une boîte où il y a un peu de tout. Et donc, c'est vrai que c'est un peu le produit le plus demandé. C'est les boîtes de chocolat mixtes. On a deux choix, soit tout enrobé noir et l'autre enrobé mixte. Oh là là, quel plaisir. Oui, je ne sais pas si je vais pouvoir m'arrêter ici. Trop bien. Merci Sophia pour ce petit bilan de Noël. Merci à toi Ben, c'était très intéressant et maintenant que Noël est fini, c'est bien qu'on se pose à réfléchir sur comment c'est passé. Ouais, on est tout à fait, on est à l'heure du bilan, de la comptabilité, et puis maintenant se lancer dans les nouveaux projets pour l'année 2025. Les nouveaux laboratoires. Voilà, là c'est notre sujet cette année, ça va être le déménagement. Et du coup, en même temps, on va en profiter pour vraiment se rééquiper, se réorganiser, et avec des nouveaux produits, on en parlera au moment voulu. Mais ça va être assez dingue, j'espère. Et donc là, voilà, on est sur ce travail de fond, faire les dossiers, aller voir les banques, etc. Donc c'est pour cette année. Ça va être une sacrée étape pour la chocolaterie. Trop bien. Bon, merci beaucoup à vous pour nous écouter. Et franchement, on est très motivés pour continuer à parler sur ça. Et on aura un épisode la semaine prochaine aussi sur comment déguster le chocolat, comment savoir si un chocolat est bon ou pas. L'expérience boutique aussi, c'est ça, associé un peu au côté client. On arrive dans une chocolaterie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit dans une chocolaterie en tant que client. C'est quoi qu'il faut demander, c'est beaucoup de choses très importantes pour ceux qui veulent consommer de bons chocolats. Et je vous rappelle de nous rejoindre sur Spotify et YouTube comme Radio Vintuber. Aussi, on a notre réseaux sociaux dans Instagram, TikTok comme Radio Vintuber et à moi personnellement comme Sophie Orn, ORN. Et bon, merci encore à tout le monde et à la prochaine. Merci, salut. Salut.